Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue, bienvenue sur ce webinaire consacré au financement de la clientèle privée résident et non résidente, qui sont deux clients qu'on distingue bien chez Carte Financement. Je pense qu'on va pouvoir donc commencer ce webinaire avec donc Laure Lewis. Donc Laure, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc Laure Lewis, en charge des financements, de la clientèle non résidente, clientèle que je pratique depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis moi-même qui vais accompagner Laure donc, pour parler de la clientèle résidente. Carte Financement est donc une société de courtage en crédit qu'on a créée maintenant il y a 13 ans et qui finance environ 400 millions par an pour ces deux types de clientèle et également les clients entreprises que nous évoquerons lors d'une prochaine présentation. Euh, pour commencer sur le contexte actuel, je pense que vous êtes tous au courant, c'est un contexte un petit peu compliqué, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue bancaire. Il y a eu beaucoup de sujets ces derniers temps. On voulait faire un petit point avec vous, vous présenter un petit peu les grands sujets d'actualité et les évolutions qu'on a retrouvées ces dernières semaines ou ces derniers mois. Le premier point il est d'ordre réglementaire. Vous avez tous entendu parler du fameux HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, ce Haut Conseil de la stabilité financière qui a pour vocation normalement de donner des recommandations exceptionnellement, hein, de manière assez incroyable. En janvier 2022, on a introduit dans le Code de la consommation une notion de taux d'endettement, ce qui veut dire que les banques doivent respecter un maximum de 35% de taux d'endettement. C'est devenu quelque chose de d'ordre légal. Bien entendu, elles ont une petite possibilité de déroger à ces 35% dans 20% des cas, mais essentiellement pour des personnes qui vont acheter leur résidence principale et donc uniquement dans 20% de ces 20%, 20% des 20% restants pour les investissements locatifs, c'est-à-dire que seulement 4% des investisseurs pourront sortir de ces 35% de taux d'endettement. Ça a été un vrai frein pour la clientèle privée, mais il y a des solutions pour en parler un petit peu. Le taux d'usure, qui est un sujet d'actualité, qui s'est un tout petit peu arrangé ces derniers temps, puisque vous l'avez vu, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter. Ce taux d'usure a été revu puisqu'il était normalement modifié tous les trimestres. Maintenant, il est revu tous les mois pour coller davantage au taux de marché, puisqu'en le modifiant tous les trimestres, il était toujours un tout petit peu en retard par rapport au taux de marché et ça freinait de nombreux dossiers. Sur la partie donc contexte bancaire, vous avez peut-être entendu parler des différents chiffres, hein. Clairement, la production est en forte baisse. Là, on parle de moins 40% en février 2023. Clairement, de nombreuses banques avec qui on travaille ont des objectifs en baisse. Un grand groupe que je ne citerai pas nous évoque au moins entre moins 20 et moins 25% d'objectifs pour l'année 2023. Maintenant, on était sur des niveaux assez importants. Pour rappel, on avait atteint des niveaux de l'ordre de 250 milliards il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, vous voyez, on était sur 14-15 milliards en février. Donc, on est sur une tendance en dessous de 200 milliards. On revient à des volumes entre 150 et 200 milliards qu'on a connus il y a quelques années. Quelque chose qui n'est pas vraiment d'ordre contextuel, c'est les problématiques de rentabilité parfois évoquées par les banques sur le crédit. On vous rappelle que le crédit, c'est un produit très peu margé en France. Ça, c'est une pratique importante à avoir en tête. Le crédit est un produit d'appel et le banquier, bien entendu, propose ce service pour essayer de capter des clients avec qui il va pouvoir développer une activité plus rémunératrice sur les différents moyens d'épargne, d'assurance, voilà, tous les autres sujets que vous connaissez. Sur la partie, on va dire, taux des crédits, donc là, c'est un sujet brûlant, puisque ces taux, ils ont explosé, hein, pour mémoire, le Ribor 3 mois, donc le taux court terme. Les taux court terme, on était aux alentours de 0% encore en été 2022. On est aujourd'hui à 3%. Quasiment tous les taux sont à 3% aujourd'hui. C'est assez atypique d'ailleurs, puisque les taux court terme et long terme sont quasiment au même niveau. Si on prend l'OAT 10 ans, elle est un tout petit peu en dessous de 3. On va prendre le taux swap 15 ans, il est pareil, autour de 3. Le Ribor 3 mois, pareil.
On revient à des niveaux qu'on a connus il y a quelques années également. Mais c'est un sujet très compliqué aujourd'hui sur certains dossiers, puisque forcément, quand on passe de 0 à 3, il va falloir que la rentabilité du projet immobilier qui est en face de ce crédit permette de payer le crédit. Donc il y a des vrais sujets peut-être de réajustement des prix de l'immobilier, dont beaucoup de gens parlent actuellement. L'OAT 10 ans qu'on mentionne ici, l'OAT 10 ans, c'est donc un peu le taux de référence, le taux sans risque. Vous verrez, il est parfaitement corrélé au taux des crédits immobiliers long terme. Donc aujourd'hui aux alentours de 3. Et cette hausse que vous avez vue, ben, on la retrouve dans les crédits immobiliers, puisqu'aujourd'hui, vous verrez, on est aussi aux alentours de entre 3 et 3,5 sur les durées les plus longues. Sur la clientèle, on va commencer par la clientèle privée. Donc la clientèle privée chez nous, c'est la clientèle donc une clientèle patrimoniale résidente en France, qui aura plein de problématiques de financement. C'est une clientèle que vous accompagnez au quotidien et qu'on essaye nous d'aider dans le financement de leurs projets. Alors ces projets, ils sont nombreux, ils sont souvent atypiques, plus ou moins atypiques. On a essayé de les répertorier un peu pour vous donner une idée de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire pour vos clients. Donc dans le financement de la clientèle patrimoniale, on va distinguer d'abord le financement un peu de leur patrimoine, de la gestion de leur patrimoine. Et là, on retrouve donc l'immobilier traditionnel un peu sous toutes ses formes que vous pouvez connaître, donc le LMNP, l'investissement locatif, la résidence secondaire, tous les sujets de défiscalisation de MH, de déficit foncier et autres. C'est des sujets qu'on maîtrise parfaitement chez nous. La principale problématique qu'on peut rencontrer, c'est que le banquier, comme je vous le disais auparavant, n'a pas toujours envie de rentrer en relation avec un client sur cette typologie de projet. Mais on y arrive quand même. Ça demande parfois de le payer un petit peu plus cher, donc des taux un peu plus élevés de temps en temps, parfois un peu plus d'apport, et puis parfois trouver des contreparties. Alors, c'est pas forcément des contreparties financières, mais ça peut l'être. Je vous donne un exemple. Là, on parle de dirigeant d'entreprise. Un dirigeant d'entreprise peut très bien commencer à rentrer en relation sur sa partie professionnelle et domicilier les flux de son activité professionnelle pour être accompagné à titre personnel. Voilà, c'est des négociations qu'on peut avoir, par exemple, pour trouver un accord entre le banquier et le client. Financement d'immobilier un peu plus complexe. Alors, ça n'a rien de très complexe, mais c'est pareil, des sujets sur lesquels les banquiers ont parfois du mal à se positionner dans la banque de réseau. C'est ce que vous appelez parfois les club deals, notamment. Donc, c'est fédérer plusieurs investisseurs autour d'un projet. La problématique sur ce sujet-là, c'est qu'on va parfois fédérer 3, 4, 5, 6 personnes, voire plus, au sein d'un même projet. Et là, l'entrée en relation, elle est quasiment inexistante ou très compliquée. Certains vont demander ce qu'on appelle des prêts sans recours, c'est-à-dire qu'on va financer l'immobilier sans avoir un recours sur la personne physique, donc sans caution personnelle. C'est des choses qui peuvent s'étudier, mais sur des montants relativement conséquents, notamment, je pense à des projets aux alentours à partir de 2-3 millions d'euros. En dessous, ça va se faire au cas par cas dans les banques de réseau si un des investisseurs joue le jeu et s'ils ne sont pas trop nombreux. Mais c'est des choses qu'on peut regarder également pour vos clients et on peut y discuter au cas par cas. L'acquisition de parts de SCPI, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, très compliqué également pour des raisons commerciales toujours. On a développé plusieurs relations avec des banques sur le sujet. Deux moyens chez nous de le faire, soit avec des banquiers qui ont développé une offre. Donc, il y a des offres dédiées aux parts de SCPI, certains les connaissent très bien. Et puis, à côté de ces offres dédiées aux parts de SCPI, donc aujourd'hui, on en a 2-3 chez Carte Financement, on travaille aussi avec nos partenaires bancaires au cas par cas pour une belle clientèle sur des sujets un peu plus importants. Donc, dès que ça dépasse 200 000 – 300 000 € de SCPI, on peut parfois trouver un banquier qui accepte d'intervenir en nouant une relation avec le client. Financement de SRL de famille, de SCI, de holding patrimonial. Votre clientèle, parfois patrimoniale, va investir via un véhicule. Très rapidement, beaucoup de gens sont un peu perdus quand on parle de ces véhicules. Nous, on est tout à fait à l'aise avec ça, puisque aujourd'hui, Carte Financement accompagne même des sociétés non négligeables, de grandes sociétés qui ont des projets. Donc, chez nous, on a cette compétence à appréhender ces véhicules et on peut financer tout type de société. Il n'y a pas de limite, que ce soit une SCI, une SAS, une SARL ou autre. On pourra d'ailleurs les traiter aussi bien dans les pôles patrimoniaux ou dans la banque de détail
que dans d'autres pôles, comme les professionnels immobiliers, par exemple, ou même dans la partie banque dédiée aux professionnels. Ça, c'était la partie, ce qu'on appelle chez nous la gestion de patrimoine. Donc, c'est vraiment pour accompagner les projets de vos clients, les projets d'investissement de vos clients. Et puis après, vos clients, parfois, ils ont aussi des projets, des problématiques, en tout cas familiales, par exemple, ou de restructuration. Et là, on va souvent utiliser chez nous le crédit hypothécaire pour les aider à financer des sujets comme une séparation. Alors, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un partage dans le cadre d'une indivision. Ça peut être une succession, une donation. Et dans tous ces cas-là, il y a souvent une soulte à payer, des impôts bien entendu, et également une soulte. C'est des choses qu'on peut financer en crédit hypothécaire. Vos clients seront contents qu'on puisse les accompagner dans ce genre d'opération. Et ensuite, dans ce genre d'opération un petit peu plus atypique qu'on peut avoir, on a quelques clients qui nous interrogent pour acquérir des biens à l'étranger. Alors pareil, on va pouvoir faire des crédits hypothécaires en prenant une hypothèque en France. Par exemple, sur un bien qui vaut 100, on va vous dégager 70 ou 60 et le client va pouvoir prendre ces 70 ou 60 pour investir à l'étranger. Et ensuite, des financements plus atypiques qui peuvent être financés également sous le modèle du crédit hypothécaire ou crédit lombard, je l'évoquais rapidement. C'est tout ce qui est acquisition d'œuvres d'art, de voitures de collection, d'objets de valeur. Alors, de temps en temps, certaines banques peuvent appréhender ces objets ou ce patrimoine, mais nous, très souvent, on a pour habitude d'aller chercher une garantie hypothécaire. On arrive comme ça à avoir des prêts sur des durées beaucoup plus longues, à des coûts beaucoup plus intéressants, et ça nous permet comme ça de financer ce genre de projet. Alors, le crédit lombard, c'est une possibilité également. Maintenant, vous le savez, les banquiers vont souvent souhaiter avoir les actifs sous gestion. Donc, c'est quand même un problème parfois pour les gestionnaires de patrimoine. Cependant, on pourra tout à fait discuter au cas par cas avec certains banquiers qui ont l'habitude de travailler avec des tiers gérants. Donc, pourquoi pas essayer de travailler avec ces banquiers qu'on sera ravis de vous présenter. Euh, Laure, peut-être je te passe la Ouais. parole pour évoquer la clientèle non résidente. Oui, tout à fait. Donc la clientèle non résidente, reste une clientèle, à fort potentiel. Je dirais qu'avant toute chose, ce sont des clients qui sont peut-être plus à l'écoute sur l'investissement en France. Ils vont avoir, envie de garder un lien avec leur pays d'origine. Également, le point le plus important, je dirais que de cette typologie de clientèle, c'est que bien souvent, ils ont une capacité d'emprunt et d'épargne supérieure à la moyenne. Donc, ce sont vraiment des profils, pour un gestionnaire de patrimoine qui restent, vraiment très agréables à travailler parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute aussi sur tout ce qui est, développement de son patrimoine. Parce que le client va bien souvent avoir envie de profiter de sa bonne situation financière pour développer son patrimoine et préparer sa retraite. Parce que bien souvent, il se retrouve dans un pays qui n'est pas, un pays comme la France et qui n'a pas les mêmes systèmes de retraite. Donc, il va être beaucoup plus à l'écoute vis-à-vis de tout ça. Je dirais aussi, que dans son pays de résidence, il n'a pas forcément, toutes les points intéressants du crédit à la française. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des pays où le crédit est variable, il n'est pas fixe sur une durée, longue. Ou tout simplement aussi, l'achat d'une résidence principale, n'est pas, au même prix qu'un bien en France. Par exemple, je pense à des capitales comme New York ou Hong Kong, où il va avoir tout simplement des taux bien plus élevés qu'en France. Donc la France reste malgré tout un pays très attractif pour le client français de l'étranger. Et c'est pour ça que nous, on a développé ce service. On a vraiment senti que les clients avaient besoin d'accompagnement, sur le financement. Notamment, les pays je vais vous lister les pays principaux, hein, où on reçoit le plus de demandes, c'est vraiment le Royaume-Uni, hein, c'est vraiment là où les Français de l'étranger sont les plus nombreux. Les États-Unis, tout ce qui est Europe, la Suisse, Hong Kong, Singapour, Australie et les Émirats. Pour tout ce qui est, autres pays, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les financer, mais disons que ce ne sont pas des pays, ou des demandes qu'on reçoit souvent. Mais n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis d'y répondre. Bien évidemment, les pays, avec, une certaine, sensibilité vont être plus difficiles à financer, donc notamment les pays de la liste du GAFI. Hem
Il y a aussi la liste noire, la liste grise, donc là pareil, c'est du cas par cas. Concernant le profil de l'emprunteur, vraiment ce qui va dépendre et ce qui va impacter la demande de financement, c'est le pays de résidence du client, la nationalité du client. Donc bien évidemment, s'il est français, c'est plus simple de le financer. Si c'est un couple mixte, ce qui arrive très souvent, chez nos clients, français de l'étranger, ce n'est pas un sujet. Pour tout ce qui est client, étranger, il faudra bien vérifier la nationalité, qu'elle soit pas trop sensible et le pays de résidence. On arrive aussi à financer des chefs d'entreprise, hein, de l'étranger, mais pareil, c'est du cas par cas. C'est parfois des demandes, qui sont plutôt regardées à partir d'un certain montant, parce qu'on a besoin de compétences au sein des banques pour analyser la santé financière de l'entreprise à l'étranger. On n'a pas toujours cette compétence dans une banque classique retail. Concernant l'âge de l'emprunteur, donc Jean-Baptiste vous a parlé du taux d'usure. Donc ça, c'est un sujet en effet, comme le coût de l'assurance rentre dans le calcul du taux d'usure, donc c'est pour ça qu'on a fixé cet âge à 54 ans. Ça ne veut pas dire qu'au-delà, c'est impossible. C'est juste un âge où on sent que c'est un peu plus critique pour le financement. Pourquoi? Sur le taux d'usure, donc il faudra juste bien s'assurer que ça fonctionne actuellement. Ensuite, pourquoi 54 ans? C'est parce qu'on a senti qu'à partir de cet âge-là, ils commencent à nous demander des comptes au niveau des revenus à la retraite, parce qu'ils se disent qu'à partir de 64-65, qu'est-ce qui va se passer dans l'appréhension des revenus? Parce que souvent, on est sur des crédits qui font à peu près 15 ans ou 20 ans. Les clients, comme je vous disais, sont pas toujours dans des pays où, c'est très identifié en termes de retraite mensuelle, et donc bien souvent les banques partent plutôt du principe qu'elles vont retenir 60 du revenu du client pour anticiper des revenus, on va dire, minorés de retraite. Donc voilà. Au niveau de l'apport, je dirais que le 30 à 40 avec les frais de notaire, c'est vraiment une base de travail pour pouvoir avoir des solutions pour votre client. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire absolument de mettre 30 dans l'opération en fonds propres. C'est juste une base de travail pour avoir des solutions derrière. Peut-être qu'une partie de cet apport sera à mettre en épargne, en contrepartie financière. Tout dépendra de votre client, dans quel pays il réside. Il y a des pays où on ne peut pas forcément faire des placements avec eux. Donc c'est vraiment cette base de travail. C'est vrai que si le client n'a pas au moins 30 minimum, ça devient difficile de trouver des solutions de financement. Bien évidemment, si votre client a déjà un contact en France, des comptes bancaires en France, mais que sa banque en France ne le suit pas sur le financement, la nouvelle banque qui va le financer va vouloir une mobilité bancaire. Elle va se dire: «Très bien, je ne suis pas sa banque principale puisque je ne peux pas recevoir son salaire, mais au moins, monsieur le client, je vous demande de transférer tous les comptes chez moi». Voilà. Alors je n'arrive pas à passer la slide suivante. Si tu peux m'aider Je la passe. Jean-Baptiste? Hop. Et donc encore une fois de plus, la demande de financement va aussi dépendre donc du pays de résidence, de la nationalité du client et du lieu d'acquisition de son projet et de la typologie, de son projet aussi. Donc je dirais que pour le non-résident, les projets qu'on finance bien restent malgré tout la résidence secondaire, s'il y a des revenus saisonniers aussi. On sent que les clients ont plus d'affect, avec cette typologie d'actifs et les banques sont très à l'écoute de cette typologie de projet. Ensuite, l'investissement classique, on souhaite acheter un studio à Paris, du locatif dans n'importe où en France ou dans l'ancien ou en VFA. L'immeuble de rapport peut être financé si plutôt il est à usage 100 résidentiel. C'est vrai que dès qu'on a un local commercial, quand on est un non-résident, on sent que c'est de plus en plus difficile de les financer. Et par rapport aux biens avec travaux, pareil, dès qu'il y a beaucoup de travaux, les banques ont du mal à se projeter parce qu'elles se disent: «Comment il va gérer, tout ce qui est, travaux à distance, aller sur place, bien vérifier?» Donc elles sont un petit peu plus réticentes. Il y a aussi la question de la garantie parce que certaines banques préfèrent prendre une garantie sur le bien et c'est vrai que si jamais il y a des travaux à rajouter, elle se dit que si jamais ça se fait pas, je mets un petit peu en péril ma garantie. Donc, elles sont moins à l'aise sur les projets avec forts travaux.
Elles peuvent aussi financer des SCPI. Donc pareil, c'est du cas par cas. Il faut regarder le pays de résidence de votre client. Est-ce qu'il a déjà un petit peu d'immobilier en France ou pas? Donc n'hésitez pas à nous interroger. La banque va peut-être, sur certaines options, nous demander aussi de pouvoir souscrire des SCPI en direct avec le client. C'est pour que tout le monde soit un peu gagnant sur le dossier. Et donc aujourd'hui, on en a déjà beaucoup financé par le passé pour les non-résidents, mais on sent qu'il y a moins, d'écoute de la part des banques sur tout ce qui est résidence senior, résidence de service en général, hein, étudiante, ou les biens en nue propriété. Elles sont un petit peu moins, elles sont réticentes à financer ce genre d'actifs pour l'instant parce qu'elles sentent qu'il y a un petit peu moins d'affect, de la part du client. Il est un peu moins impliqué dans ce projet. Donc elle a moins envie de financer cette typologie d'actifs. Et comme je vous le disais, la localisation des projets est importante. Pourquoi? Parce que, Carte Financement, travaille avec un certain nombre de banques. Il y a des banques aussi locales qui répondent très bien à des financements de non-résidents, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est des banques qui sont d'ailleurs plus à l'aise peut-être avec, je parle notamment, si on prend l'exemple des Alpes, les banques locales vont être beaucoup plus à l'aise avec un projet de construction. On le sent tout de suite, c'est voilà, c'est souvent qu'on voit, un client qui nous sollicite pour acheter un terrain et faire construire son chalet. Il y a beaucoup plus de réponses en local, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, et l'ancrage familial, hein, certaines banques locales nous demandent d'où vient le client. Si je peux prendre par exemple la Bretagne, la banque va nous demander est-ce que le client a des origines, bretonnes? Et là, ils vont vraiment aussi travailler sur la famille, sur, peut-être d'autres, perspectives de développement au sein de la famille. Voilà. Donc la localisation du projet est aussi importante dans la mesure où le bien doit rester liquide, donc ils vont faire très attention aux zones où, le financement va se passer. C'est vrai que les villes un peu secondaires où on cherche à financer des immeubles, on a senti aussi une réticence de la part des banquiers. Au niveau des Bon, taux, je te laisse ouais, la les parole taux. pour les résidents. Donc les taux dont on Finalement parlait tout à l'heure, en effet, ouais. Merci Laure. Donc les taux, on en parlait tout à l'heure, ils ont fortement augmenté. Vous l'avez vu, là, ce qu'on affiche d'ailleurs est presque plus d'actualité ou compliqué à trouver, hein. Là, je vois 3,10 sur 25 ans. On sort des dossiers à 3,30, 3,50. Vous l'avez vu, le taux d'usure n'arrête pas d'augmenter. Euh, on pense qu'on arrive au bout de cette hausse. En tout cas, on l'espère. Il se pourrait, alors je vois qu'il y a 2 secondes, il y a quelques questions là. On a oublié de préciser. On répondra bien sûr aux questions à la fin. À la fin de la présentation, on prendra un peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, du côté des taux, ça y est, on a franchi la barre des 3%. Bien sûr, on sort encore quelques dossiers sur 15 ans, notamment en dessous de 3%. Mais très souvent, on se retrouve entre 3 et 3,50, voire plus, notamment sur des projets type SCI, SARL et autres. Pourquoi? On va l'expliquer après parce que je vais te laisser la parole sur les taux non résidents. Mais voilà, sur le taux des résidents, en tout cas, on se balade entre 3 et 3,50 sur les durées les plus longues, entre 20 et 25 ans. Et on arrive encore à trouver en dessous de 3% sur 15 ans. Sur les non résidents, Sur les non-résidents, déjà, ça me fait plaisir parce que je sens que l'écart commence un petit peu, on commence à avoir quasiment parfois les mêmes taux que les résidents, pour les non-résidents, donc ce sont des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours aussi élevés, donc ça dépend bien évidemment de la banque. Chaque banque a son barème de banque. Ça dépend bien évidemment de la durée, puis il y a aussi le niveau de revenu, hein, qui joue aussi sur le taux. Attention, c'est pas le niveau d'apport qui va jouer sur le taux, hein, pour information. Ce qui va jouer, c'est la contrepartie financière sur les non-résidents. et ensuite, donc on parlait des écarts de taux. Oui. Donc vous voyez, il y a quelques écarts. Le plus évident, c'est les projets donc, menés par des personnes morales. Donc certains de vos clients vont utiliser des véhicules type SCI ou SARL pour réaliser leurs projets. Pourquoi sur ces véhicules, de temps en temps, on dépasse largement les taux que vous voyez sur les résidents? C'est que dans certains cas, on va pouvoir sortir du code de la consommation, du L313-1 du code de la consommation, qui est l'article qui régit le crédit immobilier aux particuliers. Et donc, ces structures patrimoniales, parfois, pouvoir être considérées comme des structures professionnelles et donc permettre
Donc, d'un côté, l'avantage de sortir du problème du taux d'usure, donc avoir plus de marge de manœuvre pour le banquier. L'inconvénient pour le client, ben, c'est un taux plus margé. Maintenant, ça ouvre de nouvelles perspectives pour les clients. Ça leur laisse la possibilité de faire des projets qui sont refusés en tant que particulier parce que la marge est trop faible pour le banquier. Donc, on peut retrouver vraiment des écarts très importants là-dessus puisque, on peut tout à fait trouver des taux autour de 3 mais également monter facilement jusqu'à 4-4,5 sur ce type de véhicule. Mmh. La typologie du crédit influe beaucoup sur le taux. Donc, notamment, on parlait de crédit hypothécaire tout à l'heure et même sur le crédit hypothécaire, on va avoir 2 grandes familles de crédits hypothécaires. Le crédit immobilier, c'est-à-dire qu'il y a une affectation immobilière et donc là, on va respecter ce fameux taux d'usure et le crédit hypothécaire, de trésorerie et donc là, vous pouvez aller sur le site de la Banque de France, vous verrez le crédit de trésorerie, le taux d'usure est un peu plus de 5 est entre 5 et 6 il me semble et donc ça nous laisse, des marges de manœuvre aussi, plus importantes, donc plus de motivation pour certains banquiers de prêter, mais bien entendu un coût bien plus élevé pour le client. Donc la typologie de crédit, bien entendu, impacte ce taux d'usure. Heu, il y a aussi la typologie des projets. Elle en parlait, Laure en parlait tout à l'heure, vous le savez tous. Bah, le projet le plus, confortable pour le banquier parce que c'est celui, sur lequel il capte le mieux son client, c'est la résidence principale. Donc c'est sur ce type de projet que vos clients obtiennent les meilleures conditions. Puis après, vous le savez, hein, résidence secondaire, investissement locatif, crédit hypothécaire, crédit via des structures. Voilà, dès que le projet sort vraiment du cadre, plus vous sortez du cadre, plus le taux va être important et puis, aujourd'hui, bah, le débat, c'est réussir à sortir de ce fameux taux d'usure et HCSF en professionnalisant un petit peu le dossier et bien entendu les établissements bancaires et ça, c'est aussi notre force. Aujourd'hui, on a plus de 200 prêteurs répertoriés chez Carte Financement. Quand je dis prêteurs, c'est pas des banquiers, ce sont donc des banques nationales, locales, des banques internationales, des fonds d'investissement, des family office qui prêtent également, donc un ensemble de prêteurs assez important et dans toutes les banques avec qui on travaille, il y a des écarts non négligeables ces derniers temps. Ça peut aller, au moins des écarts on voit des écarts de plus de 1 de temps en temps. Donc on a encore un rôle à jouer assez important, je pense, dans cette négociation du taux. Heu, pour passer, à la slide suivante, donc aujourd'hui notre rôle, vous l'aurez compris, ben, c'est de trouver avant tout quand même, je pense qu'on vous l'a bien mis en avant, c'est de trouver avant tout des solutions pour vos clients. Bien entendu, c'est de négocier les meilleures conditions, mais, nous notre vocation, c'est avant tout de trouver des solutions. C'est-à-dire, on va intervenir sur plein de sujets un peu complexes ou atypiques. Ça veut pas dire de mauvais clients, d'ailleurs, c'est souvent des très beaux clients, mais qui sont structurés de manière un peu plus complexe et dans des cas un peu plus compliqués comme, bah, les non-résidents, hein. C'est tout de suite un peu plus compliqué à appréhender ou des gens, structurés avec des sociétés. Aujourd'hui, donc Carte Financement, c'est un peu moins de 400 millions d'euros financés en 2022, dont plus de 80 millions pour des non-résidents et plus de 50 pays, depuis notre création. Bien sûr, c'est les accompagner, trouver des solutions, c'est négocier les meilleures conditions avec cet ensemble de prêteurs, qu'on a. On a un ensemble, on est une vingtaine aujourd'hui de personnes donc, qui sommes majoritairement issus du secteur bancaire. Donc on est capable de comprendre et d'anticiper pas mal de problèmes que rencontreront vos clients, notamment, hein, alors, je pense à tous ces problèmes internationaux, Mmh. que tu rencontres régulièrement sur des histoires de problématiques monétaires, fiscales, réglementaires et c'est des sujets qu'on maîtrise parfaitement chez nous. Donc ça nous permet de rassurer vos clients, Et la documentation. Mmh. et la documentation, ouais, en effet, Mmh. de bien gérer la documentation très en amont pour pas avoir de mauvaises surprises. Et bien entendu, bah, la proximité qu'on va essayer de nouer avec votre client, et notre, dire connectivité et réactivité. Maintenant pour tout ça justement pour travailler le plus efficacement possible, on a mis un petit process en place pour travailler avec vous. Peut-être Laure, je te laisse détailler un petit peu, la manière dont on travaille avec, tous nos Tout à fait, parce que c'est vrai que nous sommes, vraiment spécialisés sur une clientèle, bien spécifique avec, parfois plusieurs sociétés ou donc on a mis en place une plateforme qui nous permet, nous, de prendre rapidement la demande en main, hein. C'est vraiment fait pour qu'on travaille tous efficacement, vous, nous et le client. La première chose à faire déjà, c'est de nous déposer un client sur notre plateforme. Donc c'est un mail, un numéro de téléphone
et puis quelques lignes sur son projet. Et donc le client est contacté sous 48 heures. Soit il a un premier appel téléphonique ou soit un premier échange pour juste, pour des questions. Mais généralement, on appelle nos clients. On fait un appel de 10 minutes, juste pour voir comment on peut appréhender sa demande. On va lui expliquer qu'il va recevoir un lien vers une étude, spécialisée en ligne. Même s'il n'a pas trouvé de projet, l'idée, c'est justement de rapidement, prendre ces informations et de façon percutante, hein. On pose vraiment les questions. On a vraiment une synthèse, de son dossier, sans lui demander de documents. Et ça, c'est vraiment un avantage et cette plateforme, elle est vraiment dédiée aussi bien aux chefs d'entreprise, aussi bien aux non-résidents. Le parcours client est vraiment fait pour que ce soit simple. Donc une fois que le client a rempli son dossier, rapidement, on va lui faire un retour. Quand on a plusieurs solutions, on va lui les remettre, au moins pour lui donner des idées, hein, surtout s'il n'a pas trouvé, il n'a pas de projet identifié. C'est vraiment une voilà, une synthèse globale de combien ça va lui coûter, le taux à peu près, les contreparties financières s'il est non résident. Au moins il sait où il va et ensuite vous discutez avec votre client sur, si vous êtes, vous commercialisez le «produit» entre guillemets à financer, rapidement on en parle ensemble. Si, c'est un client qui a une demande, voilà qui vous dit: «Bah, moi j'arrive pas à financer ma résidence secondaire, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre, réseau?» Nous on n'hésitera pas au moins à vous tenir informé, de l'avancée du dossier. Alors cette Voilà, grâce à plateforme, cette plateforme. alors la plateforme en effet, Laure, alors cette plateforme en effet, on crée un dossier à votre client et qui permet de suivre ce dossier pendant toute la vie du client et d'interagir avec votre client. Mais en plus, ça vous donne aussi, vous, accès à une partie de ce dossier, en tout cas au suivi de ce dossier et vous verrez comme ça les mises à jour des statuts de ce dossier. Donc, quand le dossier est accordé, l'offre est éditée, ça vous permet aussi d'être informé de toute la vie du dossier de votre client. Et ça nous permet à tous de gagner un temps, très précieux. Je pense qu'on arrive au bout, donc on va prendre, j'ai vu 2-3 questions, dont une première, je pense plutôt pour toi, Laure, sur un client de nationalité angolaise. Alors tout dépendra, de votre client. Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il travaille pour un grand groupe? Si ses actifs, si ses revenus dépendent uniquement de ses actifs immobiliers au Portugal, voilà, tout dépend de la taille de son projet. Ça Je vais demande peut-être lire la question, tiens, ça ah peut oui, pardon, il y a excusez-moi, oui. je vais la Oui. lire. Sur un client non résident, qui détient une assurance vie luxembourgeoise, qui détient d'autres actifs immobiliers au Portugal, qui est de nationalité angolaise, peut-on financer son Son projet en projet en France. France? Voilà, je pense qu'il y Mmh. a une petite erreur de frappe. Voilà, en effet, comme tu disais, ça dépend pas forcément de ses actifs, mais plutôt de sa situation professionnelle et patrimoniale en Angola Mmh. et donc de l'origine de ses revenus. Il Ah me oui, semble qu'on donc a il est une en solution, Angola. hein, Alors en on ne sait Angola. pas où est sa résidence fiscale. Si, si, a Client non priori, rési il est de il nationalité est angolaise, donc il doit être en en Angola, je Angola. pense. En Angola, on a déjà pratiqué, voilà, on a déjà pratiqué et c'est vrai que, on va regarder, hein, au cas par cas. Ça dépend, est-ce qu'il travaille pour une très grande société? Mais on a déjà pratiqué, On n'a plus un qu'un dossier. partenaire, il me semble, hein, qui nous accompagne sur le continent africain alors. Ouais, ouais. Voilà, donc Donc, au cas par cas, je ne dis pas non. N'hésitez pas à m'interroger. et puis ensuite, le deuxième sujet, c'est faites-vous des financements dans le cadre d'OBO? Donc, alors, on utilise ce mot qui vient plutôt de la du corporate, donc du rachat à soi-même. Donc c'est des gens qui vont, en effet, détenir un bien immobilier et le céder souvent à une SCI ou une structure dans laquelle ils vont impliquer, leur famille. Oui, bien sûr, on peut regarder ce genre de sujet. Alors très souvent, dans ce genre de sujet, je l'ai évoqué, on va changer le mode de détention du bien avec d'autres personnes. Le banquier va être très attentif à cela pour éviter tout abus de droit. Et puis, on va dégager des liquidités. Et dans ce cas-là, bien entendu, il faudra être un petit peu commerçant et souvent laisser un tout petit peu au banquier. En tout cas, il y aura une négociation à avoir avec le banquier pour qu'il puisse capter une toute petite partie de cette épargne également. Mais bien entendu, c'est des sujets qu'on peut regarder au cas par cas également. Il faut que ça soit des sujets qui en valent à peu près un peu la peine. On a eu ce genre de sujet parfois sur des studios, des choses comme ça, c'est un peu petit, mais sur des villas, des maisons
ou des immeubles, c'est tout à fait envisageable et on sera ravis d'étudier le sujet. Là, vous Pareil sur les pouvez, non-résidents, pareil. voilà. Donc, je pense que vous l'aurez compris, on intervient très souvent au cas par cas et pour ça, chacun, de nos collaborateurs, alors là, on vous a mis, uniquement les collaborateurs qui s'occupent de la clientèle patrimoniale et non résidente, mais il y en a d'autres. Mais vous aurez compris que chacun a un petit peu sa spécialité. Je pense que vous pourrez me contacter, Guillaume Bron et moi-même sur la partie patrimoniale et puis, Laure et Aïn sur la partie non résident. N'hésitez pas, donc c'est très facile, nos emails, vous les voyez, ils s'affichent en bas. C'est les initiales de notre prénom avec notre nom, @cartefinancement.com. Donc, on est, tout à fait ouvert. Ah, je vois encore une, Question. Mmh. une question. Les SCPI logés dans une société. Oui, en effet, on le voit, hein, de temps en temps, des gens qui, achètent des SCPI via, le holding, par exemple. Ça peut arriver par le biais de leur holding patrimonial. Oui, c'est pas, il y a rien d'impossible. C'est en fait le problème de la SCPI, hein, vous l'aurez compris, hein, vous le savez, depuis la disparition du crédit foncier, il est essentiellement d'ordre, on va dire, commercial. Donc il faut quand même qu'il y ait un enjeu un peu intéressant dans ce genre de cas pour le banquier. Si c'est un client qui a voilà, qui a une belle holding, un beau patrimoine et qui est assez attractif, ça me paraît tout à fait envisageable. On pourra étudier le sujet. Je pense que ça sortira un petit peu du cadre des deux-trois solutions qu'on a, pour les SCPI qui sont des banquiers qui, vous le savez, ont des grilles un peu toutes faites et dans ce genre de cas, on va aller, chercher, des banquiers avec qui on a de très bonnes relations, avec qui on travaille un peu au cas par cas. Mais, c'est tout à fait envisageable et c'est pas du tout des choses qui nous arrêtent. D'ailleurs, peut-être on l'a pas précisé, notre modèle, vous allez comprendre, notre modèle aujourd'hui financier de carte financement, c'est que notre chiffre d'affaires à 86 est issu de frais de courtage et 14 de commission des banques. Je le dis souvent ça parce que c'est très important. Ça explique que nous travaillons avec, pas forcément les départements des banques qui rémunèrent et c'est très important puisque ces départements de banques qui rémunèrent sont les départements très traditionnels de ce qu'on appelle la prescription. Nous, on va travailler avec un grand nombre de départements dans la banque qui n'ont pas l'habitude de rémunérer les courtiers. Ça nous va très bien puisque le but est de principalement trouver des solutions percutantes pour vos clients. Et c'est souvent grâce à ce modèle-là qu'on arrive à financer des projets un petit peu atypiques comme ceux que vous évoquez. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de limite dans les projets. On finance des holdings, on finance des CPI et on va dire que les principales limites, ça va être peut-être les crédits à la consommation qu'on ne traite pas chez nous. Mais sinon, n'hésitez pas, au cas par cas, à échanger avec nous. On sera ravis d'étudier ça. D'ailleurs, un mail très simple, c'est contact@cartefinancement.com et on vous répond dans les souvent 48 heures. Alors, soyez indulgents, parfois on est un peu débordé, donc ça peut être 72 heures. S'il y a une grande urgence, bah, vous pouvez essayer de nous passer un coup de fil. Je pense qu'on a fait le tour, Laure. Oui, je pense, n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous remercie pour votre attention et puis, on sera ravis en tout cas de vous accompagner et de répondre, à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.